Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Comme la présente série de vidéos traite de l'immense crise économique qui va bientôt tous nous appauvrir, je me dois de parler d'un de ces éléments les plus spectaculaires, à savoir l'invasion actuelle de l'Europe par des millions de faux réfugiés qui escaladent les clôtures et qui bousculent les gardes frontières pour aller profiter de la richesse européenne. Cette crise des faux réfugiés est une illustration parfaite de ce que je disais dans les vidéos antérieures au sujet de l'accélération de l'histoire qui de nos jours est devenue tellement grande que les peuples n'ont plus le temps de s'adapter. Parce que pour mettre fin à cette invasion qui menace d'atteindre les 5 ou 6 millions d'individus par année, très bientôt, les Européens auraient besoin de beaucoup de temps pour changer les valeurs humanistes qu'ils ont adoptées à la suite des massacres nazis. Or, le temps manque, étant donné que cette invasion est ultra rapide. Comme tous les phénomènes en forte croissance exponentielle, cette invasion de faux réfugiés a commencé en fait de façon très modeste, presque imperceptible, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont lancé leur fameux plan Marshall qui avait pour but de reconstruire l'Europe. Comme les peuples européens venaient juste de faire massacrer des dizaines de millions de leurs jeunes, ils ont commencé par remettre au travail leurs propres chômeurs avant de faire la même chose avec ceux qui provenaient des pays européens les moins bien développés, par exemple l'Italie ou le Portugal. Sans que ça paraisse trop, des centaines, puis des milliers de gens venus du Maghreb ou d'Afrique noire se sont joints à cette première vague d'émigration vers l'Europe. Une vague qui allait vite s'enfler énormément au moment des décolonisations, quand des millions d'ex-colons européens se sont mis à refluer en masse vers l'Europe. Dès la décennie 1960, la présence de communautés d'étrangers venus de l'extérieur de l'Europe était devenue évidente dans les quartiers pauvres des principales villes européennes. Au cours des décennies suivantes, cette vague d'immigration n'a pas cessé d'accélérer au point d'atteindre de nos jours, d'entrer dans sa phase explosive. Pour les Européens, cet immense afflux d'étrangers non européens est problématique pour deux raisons. D'abord, parce que la vaste majorité sont inassimilables à cause de leur religion musulmane. Pour preuve, nos fils n'ont pas le droit de marier leurs filles. Deuxièmement, cette invasion est problématique parce que l'Europe est un continent particulièrement difficile à défendre. Quand on regarde une carte du monde, on se rend compte que si on ne tient pas compte de l'Europe, des Caraïbes et de l'Asie du Sud-Est, la plupart des autres régions du monde sont très difficiles d'accès, sont difficiles à pénétrer. Or, l'Afrique, par exemple, est un continent très massif, avec une ligne de côte très courte. Il n'y a pas beaucoup de baies par où on peut entrer dans le continent. De plus, le nord de l'Afrique est barré et bloqué par l'immense désert du Sahara, et au centre, il y a l'immense forêt équatoriale. De plus, l'Afrique est un continent surélevé, ce qui fait que la plupart de ses fleuves navigables sont coupés par d'immenses chutes, des cataractes, qui rendent difficile l'accès aux océans. La difficulté d'entrer ou de sortir de l'Afrique a été largement responsable des immenses retards culturels, technologiques et surtout militaires des peuples d'Afrique tropicale. Des retards que les Noirs d'Afrique ont payés chèrement aux époques de traite des esclaves romaines, arabes et européennes. Comme ils avaient de mauvaises armes pour se défendre, ils étaient faciles à attaquer et à servir. Pour ce qui est de l'Amérique du Sud, on a un continent fait à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il est très massif avec une ligne de côte très courte. Depuis, ses principaux fleuves, je pense notamment à l'Orénoque et à l'Amazone, coulent dans sa partie tropicale et en direction de l'océan Atlantique. Ce qui fait que la civilisation Inca s'est développée dans l'ouest du continent, sur les plateaux andins, c'est-à-dire avec un mauvais accès aux océans. On peut faire le même genre de remarques pour la civilisation aztèque qui s'est développée au Mexique, sur des plateaux également. Quant à la civilisation Maya, elle s'est développée sur les territoires bas du Yucatan, mais où il n'y avait pas de grands fleuves. Ce qui fait que les trois grandes civilisations amérindiennes, Aztèques, Maya et Inca, étaient des civilisations qui étaient tournées vers l'intérieur du continent. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, il s'agit d'un continent tellement massif et difficile à pénétrer
que ça a pris plus de 2 siècles et demi aux colons européens pour l'occuper entièrement. L'Amérique du Nord a une ligne de côte également très courte et il y a seulement quelques-uns de ces fleuves qui atteignent les mers chaudes. On peut faire le même genre de remarques sur l'Australie, qui est un pays continent massif, un désert, où il y a très peu de fleuves. Quant à la Chine, sa population vit à l'intérieur du continent et a toujours développé des civilisations purement continentales. C'est également vrai du côté de l'Inde, quoiqu'à un degré nettement moindre. Mais c'est très vrai du côté d'un pays continent comme la Russie, qui est très difficile à pénétrer. On n'a qu'à se souvenir des échecs militaires flagrants de Napoléon et de Hitler de ce côté-là. Pour ce qui est de l'Europe, il s'agit d'un continent qui a une géographie complètement différente, très ouverte sur le monde. L'Europe a une ligne de côte extrêmement découpée. Elle est pénétrée de tous côtés par des mers, des baies. Il y a des péninsules, il y a beaucoup d'archipels et d'îles. De plus, l'Europe est un continent qui a généralement une basse altitude, ce qui fait que sur tous ses flancs, elle est pénétrée sur de très grandes distances par des fleuves navigables. Tout ça fait, cette ouverture sur le monde de l'Europe, fait que quand l'Europe était puissante, elle pouvait facilement rayonner sur le monde en passant par les mers et les océans, alors que quand elle était faible, elle pouvait facilement être envahie par toutes sortes de peuples qui venaient de partout. C'est arrivé à la fin de l'Empire romain, quand les Huns, les Germains, les Hongrois, les Vikings se sont mis à attaquer l'Europe de tous côtés. Ces invasions-là étaient tellement importantes qu'encore aujourd'hui, plusieurs régions de l'Europe portent des noms d'envahisseurs. La France, les Francs, l'Angleterre, les Angles, la Normandie, les Normands, la Bretagne, les Bretons, l'Andalousie, les Vandales, la Lombardie, les Lombards, la Bourgogne, etc. Chose intéressante, si les invasions de l'Europe, qui ont passé par le nord et par l'est, ont tout abouti au mélange des envahis et des envahisseurs pour former des peuples relativement homogènes, ça n'a pas été le cas pour les invasions qui sont venues du sud. Comme la Méditerranée est une mer étroite qui met en relation facile le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, on aurait pu s'attendre à ce que le commerce, les mariages, les relations finissent par former un tout relativement homogène avec tout ça. Si ça ne s'est jamais produit, c'est parce qu'il existe une opposition de nature entre les deux rives de la Méditerranée, ou si on veut, entre le monde européen et le monde arabe. Aux côtes très découpées du sud de l'Europe, fait face du côté de l'Afrique du Nord une côte très droite, sans grand fleuve, à l'exception d'une île. À ça s'ajoute le fait que l'Europe est un continent très arrosé, ce qui en fait un continent de peuples sédentaires qui travaillent la terre. Alors que l'Afrique du Nord est formé par une longue bande de territoires étroits, souvent de basse altitude et secs. De tout temps, l'Afrique du Nord a représenté un immense corridor d'invasion pour des nomades qui venaient de l'Est et qui se dirigeaient vers l'Atlantique en passant soit par le Sahara ou par la plaine côtière. Autrement dit, la Méditerranée met en contact le monde, une civilisation sédentaire au nord et une civilisation nomade au sud. Hors de tout temps, les nomades et les sédentaires ont eu beaucoup de mal à fusionner, même quand ils habitaient exactement le même territoire. Et pour une raison très simple, c'est que les deux groupes avaient des valeurs, des mentalités et surtout des modes de vie très différents. Pour les sédentaires, qui cultivent la terre, la patrie, c'est toujours un territoire bien délimité et comprend tous les gens qui habitent à l'intérieur de ses frontières. Comme les sédentaires ont besoin de paix pour produire et accumuler de la richesse, ils ont toujours eu tendance à s'inventer des religions à saveur pacifiste comme le confucianisme des Chinois, l'hindouisme ou le bouddhisme des Indiens ou le christianisme des Occidentaux. De leur côté, les nomades ont toujours été des prédateurs qui vivaient de chasse, d'élevage, de commerce ou de vol. Pour les nomades, la patrie, c'est tous les pays où ils voyagent, y compris ceux où vivent des peuples sédentaires. Pour eux, le peuple, c'est tous les gens qui leur sont apparentés par le sang ou par la culture. Tous les autres êtres humains, même ceux qui vivent immédiatement à côté d'eux, demeurent des étrangers. Le résultat de tout ça, c'est que les peuples nomades ont toujours eu tendance à s'inventer des religions qui justifient leur comportement de prédateur et même qui les encouragent à
discriminer ouvertement contre les peuples qui les environnent. Partout où ils s'installent, les nomades ont tendance à créer des communautés séparées des peuples environnants. Les nomades, les Mongols de Gengis Khan, qui étaient des nomades purs, étaient presque tous des assassins, des voleurs et des violeurs qui n'attendaient que les occasions d'aller piller des producteurs agricoles sédentaires comme les Chinois. Et c'est pour se défendre contre leurs attaques que les Chinois ont construit la fameuse Grande Muraille de Chine. Pour ce qui est des peuples nomades de l'Europe historique, je parle ici des Lapons, des Gitans et des Juifs, même s'ils sont devenus complètement pacifiques, ils refusent encore aujourd'hui de se fondre dans la masse européenne. Quant aux musulmans, même si aujourd'hui ils ont toutes sortes de modes de vie, on trouve des agriculteurs, des gens qui habitent les villes, des industriels, etc., leurs valeurs n'ont pas beaucoup changé, étant donné que, comme ils le disent eux-mêmes, il n'y a pas une seule virgule de leur Coran qui a changé depuis sa création au 7e siècle. Encore de nos jours, les musulmans organisent leur société en se basant sur les agissements, sur les propos, sur les idées, sur la mentalité d'un pur enfant du désert comme Mahomet. Mahomet, il faut le comprendre, était un riche marchand nomade qui était basé à la Mecque, c'est-à-dire une ville où se croisaient toutes les pistes caravanières de son pays d'origine, l'Arabie. Cette position particulière a permis à Mahomet de faire une brillante synthèse des meilleures idées qui n'arrêtaient pas de traverser sa ville. La synthèse de Mahomet était tellement originale que de tout temps, les peuples qui habitaient les déserts se sont joints avec enthousiasme à l'islam parce qu'ils y reconnaissaient leurs valeurs. Et c'était exactement la même chose avec les classes supérieures des peuples que les musulmans envahissaient, étant donné que les classes supérieures ont toujours méprisé le travail manuel auquel s'adonnent les classes inférieures que les riches exploitent. C'est donc la différence de mentalité entre les nomades et les sédentaires qui fait que les peuples qui habitent les deux rives de la Méditerranée n'ont jamais réussi à fusionner. Et ça, c'est malgré le fait qu'au cours des millénaires, les deux groupes n'ont pas arrêté de s'échanger des invasions. On sait qu'à la préhistoire, les langues berbères sont venues de l'Est, étant donné qu'elles sont apparentées à une foule de langues qui existent autour de la grande région qui entoure la mer Rouge. Au début de l'histoire, les Phéniciens sont également venus de l'Est, c'est-à-dire du Liban actuel, pour venir fonder Carthage et une foule de comptoirs et de petits points de peuplement en Afrique du Nord et en Europe. Par la suite, les Grecs, du côté Est, notamment à l'époque d'Alexandre, ont contre-attaqué en conquérant l'ensemble du Moyen-Orient, où ils ont fondé une foule de villes qui étaient autant de points de peuplement. Du côté Est, les Grecs, encore une fois, les Étrusques et surtout les Romains ont contre-attaqué non seulement en expulsant les Carthaginois de l'Europe, mais en détruisant Carthage et en fondant eux-mêmes des colonies de peuplement en Afrique du Nord pour ensuite conquérir l'ensemble du bassin méditerranéen. À la fin de l'Empire romain, ce sont les Arabes musulmans qui ont contre-attaqué en reprenant le contrôle de tout le Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et en colonisant la Sicile, l'Espagne et le sud de la France. Une invasion que les Européens du Moyen Âge ont contrée en reprenant le sud de la France, en faisant la reconquista de l'Espagne, de la Sicile et en fondant les États croisés de Terre Sainte. Les États croisés de Terre Sainte ont été détruits à nouveau par les musulmans et ce sont des Turcs musulmans venus de l'Est qui ont conquis l'Empire byzantin qui était un empire de langue grecque avant de débarquer dans le sud-est de l'Europe et de conquérir toute la région des Balkans. La dernière fois que les Turcs ont assiégé la ville de Vienne, c'est en 1683. Ça fait pas très longtemps. À l'époque coloniale, les Européens ont de nouveau contre-attaqué en repoussant les Turcs presque à l'extérieur de l'Europe et du côté ouest en allant fonder des colonies de peuplement en Afrique du Nord et en fait en conquérant le Moyen-Orient et la majeure partie du reste du monde. Lors des décolonisations, les musulmans ont de nouveau repris le contrôle du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, dont ils ont chassé les colons européens avant de venir eux-mêmes coloniser, actuellement, l'Europe.
On notera que ce constant va-et-vient des invasions entre les deux rives de la Méditerranée ont commencé avant la création de l'islam au 7e siècle. Ça veut donc dire que l'actuelle invasion de l'Europe n'a pas pour véritable cause la présence de la religion islamique. En arrivant en Europe, les musulmans actuels ont repris d'instinct les comportements qui leur viennent de leur culture nomade d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont, dans les villes où ils se sont installés, ils ont créé des communautés séparées qui forment de véritables États dans l'État. Les plus agressifs d'entre eux ne se gênent même pas pour dire que leur but ultime est de conquérir l'Europe pour lui imposer leurs propres lois. L'installation massive des musulmans dans l'Europe actuelle est facilitée énormément par un autre phénomène qui est purement occidental, celui-là. Je veux parler de la profonde décadence des cultures occidentales modernes. La décadence est un phénomène très courant au cours de l'histoire. On l'a vu se produire à la fin des civilisations babyloniennes, grecques, romaines ou byzantines, par exemple. Il s'agit d'une sorte de maladie culturelle qui apparaît à chaque fois qu'un groupe humain s'installe dans la richesse pendant plusieurs générations. Pour comprendre ce que je vais maintenant expliquer, il faut revenir à certaines notions de base de la géopolitique. Comme dans notre univers, l'énergie est rare et qu'elle a tendance à se disperser, la vie, au cours de son évolution, a inventé la frontière de façon à permettre aux êtres vivants d'accumuler le produit de leur travail sur des territoires bien protégés. On trouve des frontières partout dans le monde vivant, à toutes les échelles. Par exemple, chaque cellule vivante a une frontière, la membrane cellulaire, qui la protège du milieu ambiant. Chaque animal a une peau ou une carapace qui le protège de son environnement. Nos maisons familiales ont toutes des portes et des serrures. Les villes d'autrefois étaient protégées par des murailles et tous les pays ont des frontières bien délimitées. Il convient ici de faire deux remarques importantes concernant les frontières. D'abord, les frontières concernent les membres d'une même espèce, c'est-à-dire d'êtres semblables qui cherchent tous à se procurer les mêmes territoires, les mêmes ressources, les mêmes femelles. Deuxièmement, les frontières ne sont pas des obstacles à la paix, ce sont des obstacles à la guerre. Ce sont des limites que se donnent des groupes humains qui se respectent pour éviter d'entrer en compétition pour les ressources. Ça, c'est la situation normale qui existe partout sur la planète depuis 4 milliards d'années. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans les cas où un pays s'installe depuis tellement longtemps, est installé depuis tellement longtemps dans la richesse que ses habitants ont fini par croire que l'abondance était une situation normale et qu'un monde sans frontières pourrait fonctionner, pourrait être viable. Quand une situation aussi anormale s'installe, la pauvreté ne tarde pas à revenir très rapidement, étant donné que les habitants de ce pays-là se mettent à consommer beaucoup plus rapidement qu'ils produisent. Ils se mettent à faire des pertes, des déficits. Ils deviennent décadents. C'est-à-dire qu'ils refusent d'économiser, ils font des pertes, ils refusent de faire suffisamment d'enfants pour remplacer la population, ils refusent de se battre pour défendre leur patrie, et ils sont prêts à dépenser sans compter pour se payer toutes les fantaisies et tous les plaisirs imaginables. Et pour pouvoir réaliser tous leurs fantasmes sans ressentir aucune culpabilité, ces gens-là inversent tout simplement les valeurs d'économie et de labeur que leur ont transmis leurs ancêtres. Ils se mettent à présenter le mal comme le bien et le bien comme le mal. Ils s'inventent alors toutes sortes de nouveaux droits et de libertés et refusent absolument l'idée qu'ils aient quelques devoirs et obligations envers quiconque. Pour eux, tout leur est dû uniquement parce qu'ils sont nés. Comme les habitants d'un pareil pays veulent pouvoir gaspiller de la richesse, chacun à sa façon, ils n'arrêtent pas de faire l'éloge de la diversité et du multiculturalisme, c'est-à-dire qu'ils font exactement l'inverse de ce qu'ont fait tous leurs ancêtres et tous les pays qui sont en croissance, c'est-à-dire essayer de créer une société la plus homogène possible, avec une seule religion, une seule langue, une seule façon de penser, de façon à créer le maximum de richesse.
Notons que ce que je viens d'expliquer ici, c'est pas du prêchi-prêcha de curé, c'est du prêchi-prêcha de physicien, parce que notre monde, il est fait comme ça. Il faut toujours produire plus qu'on consomme si on veut que son peuple, sa civilisation et ses valeurs puissent survivre et prospérer. Si vous voulez en savoir plus sur la frontière, la décadence, ou en fait tout ce dont j'ai parlé, vous n'avez qu'à lire le livre électronique que j'ai mis sur Internet et qui s'intitule « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Tout y est expliqué en beaucoup plus de détails. Il y a des gens qui disent que ce qui a coulé l'accident actuel, c'est le nazisme. C'est faux. Tout avait été réparé, ça c'est dans tous les domaines, 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui a coulé l'accident actuel, c'est sa richesse, qui a duré trop longtemps, et sa décadence, entre autres parce qu'elle a favorisé une dénatalité généralisée qui a rendu nécessaire l'immigration massive actuelle. Il fallait tout simplement remplacer les baby boomers qui prenaient leur retraite et qui n'avaient pas fait suffisamment d'enfants. À ce besoin de main-d'œuvre s'est ajouté le fait que de nos jours, la philosophie de la rectitude politique a tellement dégénéré qu'un occidental qui exige qu'on fasse survivre sa patrie passe désormais pour une espèce de nazi. Cette inversion systématique des valeurs normales se retrouve désormais à tous les niveaux de la civilisation occidentale. Ça commence par quelqu'un comme Angela Merkel, l'actuelle chancelière de l'Allemagne, qui plutôt que d'aider financièrement les pays qui ne fonctionnent pas, a décidé de détruire ceux qui fonctionnent en annonçant que son Allemagne allait accueillir 800 000 réfugiés syriens, et ça c'est sans vérifier s'il s'agissait de criminels ou de terroristes. Le même genre d'inversion des valeurs se retrouve chez les journalistes occidentaux qui sélectionnent très soigneusement toutes les informations qu'ils laissent passer dans les médias de façon à créer des émotions qui leur permettent de vendre leurs articles. Parce que l'enfant de 3 ans qui s'est noyé dans la Méditerranée n'a pas été amené là par les Européens, mais par ses propres parents qui l'ont mis en danger pour pouvoir entrer illégalement en Europe. De plus, cet enfant de 3 ans n'est pas du tout représentatif des millions de faux réfugiés qui se pressent présentement vers l'Europe et qui sont à 90% des jeunes hommes en parfaite santé. Ce sont les mêmes journalistes occidentaux qui épient pour les piéger, les policiers et les gardes frontières qui essaient de faire leur travail en contrôlant l'anarchie qu'une femme comme Angela Merkel a créée aux frontières de l'Europe. À ça s'ajoutent tous les intellectuels occidentaux qui poussent les hauts cris quand quelqu'un ose suggérer que toutes sortes de bandits pourraient se joindre au flot des sans-papiers. Bien sûr, ce sont les naïfs qui ont raison. Jamais les terroristes anti-occidentaux qui coupent des têtes et des mains ne profiteront de l'occasion pour pénétrer en Europe. Ils trouveraient ça immoral. Quant aux voleurs, aux cambrioleurs et aux pickpockets du tiers-monde, jamais ils auraient honte de profiter d'une pareille occasion pour aller piller des pays qui sont 10 fois plus riches que les leurs. Quand on voit ce qui se passe et quand on entend ce qui se dit présentement, on se dit qu'il n'y a vraiment aucune limite à la bêtise humaine. Parce que les dizaines de millions de faux réfugiés qui s'apprêtent à venir vivre en Europe sont tous au courant de la décadence occidentale. Ils savent que les Européens n'osent plus se défendre, que les frontières sont tombées et que le coffre-fort européen est laissé ouvert et sans protection au coin des rues. Imaginez, juste la petite Norvège, qui a beaucoup de pétrole et seulement 5 millions d'habitants, possède une réserve de 900 milliards de dollars que sa constitution, ses lois et ses valeurs l'obligent à distribuer à tous les pauvres qui auront réussi à passer ses frontières. Dans de pareilles circonstances, il est inévitable que le flot des sans-papiers continue à augmenter, surtout si on considère qu'il existe sur la planète 10 fois plus de pauvres qu'il n'y a d'Européens en Europe. Présentement, le tiers-monde est entré en effervescence, et sur tout le pourtour de l'Europe, on assiste à un nouveau type de ruée vers l'or avec ses longues filées d'émigrants. Quand ils voient ça, les dirigeants de l'Europe actuelle se disent qu'ils vont essayer d'en réduire le flot en demandant à leurs marines de refouler le plus de migrants possible au milieu de la Méditerranée ou dans l'Atlantique. Ils vont également
essayer d'armer et de financer en secret des groupes politiques qui vont prendre le pouvoir ou qui vont consolider leur pouvoir dans des pays de passage comme la Libye et la Syrie, en exigeant d'eux qu'ils utilisent la brutalité nécessaire pour refouler le plus de migrants possible. C'est la tactique qui a récemment été utilisée avec succès dans un pays comme la Somalie pour réduire à presque rien les attaques de pirates qui, jusqu'à il y a quelques années, s'en prenaient aux pétroliers qui passaient par le golfe Persique. Évidemment, ce genre de petite tactique hypocrite et sans grandeur ne fera que réduire le flot des migrants, qui va quand même continuer à augmenter jusqu'à ce que vivre en Europe soit devenu globalement aussi inconfortable que vivre n'importe où ailleurs. L'inconfort dont je parle va bien sûr venir du fait que les Européens vont être obligés de partager leur richesse, c'est-à-dire l'argent des pensions, l'argent pour payer les hôpitaux, les écoles gratuites, avec des dizaines de millions de sans-papiers dont la plupart ne sont pas employables, étant donné qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux besoins du marché du travail européen. La plupart ne parlent même pas les langues locales. L'inconfort dont je parle va également provenir des conflits qui vont se faire, qui vont exister entre les valeurs décadentes de l'Occident actuel et les valeurs de producteurs des pauvres qui proviennent du tiers-monde. Parce que pour réussir à intégrer les dizaines de millions de nouveaux citoyens, les États européens vont bien sûr faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre leurs vieilles recettes multiculturalistes en organisant par exemple des cours dans les écoles pour expliquer aux enfants qu'ils doivent respecter toutes les minorités raciales, culturelles, religieuses et sexuelles. Dans ce dernier cas, ça veut dire qu'ils vont expliquer aux enfants ce que c'est que des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels, le fameux LGBT. Juste ça promet de produire beaucoup de flamèches. Comme m'a un jour dit un musulman, il m'a dit « Vous pouvez pervertir vos enfants autant que vous le voulez, mais il n'y a pas personne qui va présenter à mes enfants le menu des perversions. » Ça me semble assez clair. Si on considère la montée très rapide de l'intolérance au sein des classes populaires européennes, on peut croire que l'actuelle invasion de l'Europe va échouer comme toutes celles qui l'ont précédée. Quand la crise qui s'en vient va avoir eu tous ses effets et que l'Europe appauvrie aura laissé tomber sa décadence, il est même probable que les Européens vont s'arranger pour éliminer une nouvelle fois l'État dans l'État qu'auront créé les musulmans d'Europe. Quand ça se sera produit, on va assister probablement à une nouvelle séparation des deux mondes sédentaires et nomades, comme cela s'est produit si souvent dans le passé. Je vous encourage fortement à distribuer autour de vous la présente série de vidéos. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine.